faire certaines conférences. Puis on a aussi Karine et Mireille Clich qui sont avec nous comme ressources territoriales. Durant la présentation ce matin, je pourrai un peu plus élaborer là, sur le rôle de Karine et de Mireille comme ressources territoriales. Donc, sur ce, France, je pense que je te passerai la parole pour commencer le colloque. Merci. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Quelques éléments de mise en contexte, hein? Donc, population très vieillissante sur le territoire de la capitale nationale. Donc, en 2020, la population de 65 ans et plus représentait près de 22% de la population de capitale nationale. Et ce qu'on anticipe, c'est que le pourcentage devrait atteindre là, 27% en 2041. Selon les experts, la maladie d'Alzheimer affecte en moyenne 100 personnes âgées sur 1000. En 2020, c'était près de 15 000 personnes âgées sur le territoire de la capitale nationale qui étaient atteintes de la maladie. Notre principal défi, hein, comme réseau, comme CIUS, c'est de travailler ensemble, tous les partenaires, pour être en mesure d'offrir une gamme de soins et de services qui sont adaptés à la clientèle aussi selon les étapes de la maladie pour assurer une réponse aux besoins des personnes atteintes et mieux soutenir aussi les proches aidants, l'environnement aussi de la personne qui est prise avec la maladie. L'approche de soutien à l'autonomie des personnes âgées, notre mission, hein, c'est de maintenir à domicile la clientèle âgée le plus longtemps possible avec une organisation de soins et services adaptés, intégrés dans un environnement sécuritaire. Je vous dirais que c'est le défi hein, qui attend le soutien à domicile, de venir multiplier les modalités de soutien à domicile, d'offrir aussi davantage de services aux proches aidants. Je pense que aussi le contexte de la pandémie nous donne ce levier-là de nous dire, les gens, ils veulent rester à domicile et comment on peut faire en sorte qu'on accompagne, on facilite et on retarde ou évite complètement une relocalisation des personnes. Notre mission, donc, mettre en place des continuums de services intégrés, accessibles et fluides, rapprochant des communautés locales par une approche de proximité. Le modèle SAPA à la capitale nationale est élaboré à partir de la mise en place des cellules interdisciplinaires qui sont imputables et responsables de l'organisation des services auprès d'un regroupement de personnes âgées. Donc, la mise en place de cellules interdisciplinaires par arrondissement, par communauté locale, essayer d'agir davantage en proximité, fait partie du continuum. Et ce continuum-là, faut s'assurer qu'on agit bien dans un premier niveau, quand on a besoin d'aller dans un deuxième niveau ou un troisième niveau, que ça soit davantage intégré. L'approche de collaboration interprofessionnelle avec tous les partenaires qui gravitent auprès des personnes en perte d'autonomie permet de mieux coordonner les actions auprès des clientèles et de s'assurer que l'ensemble des professionnels requis sont interpellés, travaillent ensemble, mettent à profit leur expertise et c'est d'autant plus important dans le contexte où on vit de travailler ensemble dans un contexte parfois où on a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, réunir nos forces et nos expertises là, devient un levier très important dans notre continuum. Donc, les GMF, par les médecins, les autres professionnels sont devenus des partenaires incontournables et indispensables dans le maintien à domicile de nos personnes âgées. C'est comment on assure la connexion aussi avec les équipes, les cellules interdisciplinaires. L'intégration des soins et services débute d'abord dans la communauté. Hein, nos personnes vont en proximité dans les GMF, les services communautaires, le soutien à domicile et aussi les services spécialisés. Une continuité autant des approches de l'information et des relations. Trois éléments essentiels, hein, comment on assure la continuité de l'information, la continuité de la relation en termes
d'éviter d'avoir plusieurs intervenants autour d'une même situation et aussi une continuité d'approche. Hein, comment sur le continuum, on a une vision commune sur l'approche à avoir avec nos usagers qui sont pris avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie neurocognitive. Forte des 2 premières phases, porteuse d'une vision novatrice de l'intégration des soins et services basés sur des données probantes dans une approche interdisciplinaire. Donc, la phase 3 vise à offrir aux usagers visant un trouble neurocognitif majeur et à leurs proches des trajectoires fluides et des transitions optimales. Donc, c'est un peu ce qu'on vise, hein, à travailler ensemble, que l'usager traverse notre continuum, traverse nos services de façon fluide et facile pour eux et leurs proches aidants. Super, merci beaucoup France, c'est très inspirant, ça nous motive pour la suite, ce qu'on a d'accompli, puis pour la suite des choses aussi à venir. Je vais passer maintenant la parole à Dr. Dr. Patrick. C'est très flatteur pour moi. Avec le rapport Bergman. Oui, d'où vient Plan Alzheimer? Comment ça a commencé? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais ça vient d'une initiative ministérielle. Si on peut aller à la prochaine diapositive. Ça a commencé en 2007, alors que le ministre de la Santé de l'époque, Dr. Philippe Couillard, que vous connaissez bien, a mandaté un groupe d'experts qui a été chapeauté par Dr. Bergman, qu'on disait tantôt. Dr. Bergman est un gériatre, mais à la base, est un médecin de famille qui est devenu gériatre et qui est maintenant directeur du département de médecine familiale de McGill. Donc, on lui a demandé, avec un groupe d'experts, de donner des recommandations sur la gestion des troubles cognitifs. Et ils ont produit en 2009 un rapport qui est mieux connu sous le nom du rapport Bergman, mais le vrai nom, c'est « Relever le défi de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, une vision centrée sur la personne, l'humanisme et l'excellence ». Donc, prochaine diapo. Donc, le rapport Bergman, c'est quoi? C'est 143 pages, très intéressant à lire. C'est la base là, du plan Alzheimer qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment le squelette. Ça comprend 7 actions prioritaires, 24 recommandations et 5 recommandations pour une stratégie de mise en œuvre. Ces recommandations pour la stratégie de mise en œuvre, c'était la base vraiment de la phase 1 du plan Alzheimer. Prochaine diapo. Donc, on voit les 7 actions prioritaires qui couvrent l'ensemble de la maladie d'Alzheimer, à commencer par l'information, en passant par la recherche et les soins de fin de vie. Mais pour la phase 1, ce qui nous intéressait le plus, c'est vraiment l'action prioritaire 2, qui visait d'assurer l'accessibilité à des services pour les gens atteints de troubles cognitifs. Donc, prochaine diapo. Et comment le faire? Donc, assurer l'accessibilité. Puis, une fois qu'on a l'accessibilité, c'est vraiment la prise en charge intégrée là, dès l'annonce du diagnostic. Si on va au 2e paragraphe, on suggère à ce moment-là de fonctionner selon le modèle de la gestion des maladies chroniques. Donc, on s'est dit on devrait approcher les troubles cognitifs comme on le fait pour les maladies chroniques, un peu comme le diabète, c'est-à-dire de former dans les GMF un binôme médecin-infirmière, avoir une collaboration médecin-infirmière pour la gestion également des troubles cognitifs. Et heureusement, on a eu d'autres professionnels par la suite qui se sont ajoutés, qui ont fait partie de l'équipe. Prochaine diapo. Donc, comment ça a commencé? On a lancé un concours en 2010. Dr. Bolduc, qui était devenu le ministre de la Santé à l'époque, a injecté 5 millions de dollars pour initier un projet sur les troubles cognitifs. Donc, on a demandé à la prochaine diapo d'écrire que les GMF qui avaient l'intention de soumettre un projet, de faire une lettre d'intention. Il y en a eu 34 GMF qui ont soumis leur candidature, 19 projets qui ont été sélectionnés, en grosso modo, un par région, un peu plus pour les grandes régions comme Montréal. Et on leur a demandé de nous donner vraiment comment on devrait gérer les troubles cognitifs de façon exemplaire et de développer des bonnes pratiques. Tout ça était suivi par une équipe de recherche chapeautée par Dr. Vedel de l'Université McGill, où on est venu faire des études de dossiers dans les GMF à 6 mois, 12 mois, 18 mois et 24 mois. Et on a eu des conclusions de ces études-là qui ont été très positives. Si je fais une conclusion rapide, on disait qu'il y avait un meilleur accès, meilleure évaluation, meilleure application des bonnes pratiques et meilleur traitement. Donc, devant le succès de cette première phase-là, on est passé à la phase 2. Alors, je vais laisser Lynn nous parler de la phase 2 et de la phase 3 par la suite. Merci, Lynn. Oui, bonjour. Le son est toujours bon. Vous m'entendez bien? Très bien, Lynn. Parfait.
Donc, c'est ça, on est passé à la phase 2 de l'initiative ministérielle des maladies d'Alzheimer avec un guide de mise en œuvre pour le déploiement. Donc, l'objectif de la phase 2, c'était de vraiment d'étendre à toutes les GMF les bonnes pratiques là, qui avaient été mises en place dans certains secteurs au niveau de la phase 1. Et tout ça a commencé en 2016. Donc, comment ça s'est déployé? C'est que là, plutôt que ça parte des GMF, il y a eu vraiment une directive au niveau du ministère à partir de la phase 2 où le mandat a été donné à 4 RUIS de la province pour faire le déploiement dans l'ensemble des GMF. Plus particulièrement au niveau du Centre d'excellence sur le vieillissement, on avait un mandat supra-régional de soutenir le déploiement au niveau du RUIS Laval. Et pour ce qui est du CIUS de la capitale nationale, donc, comme tous les autres 6 CIUS de la province, devait déployer aussi son plan d'action, s'en doter de un et le déployer. Donc, le leadership au niveau des CIS et des CIUS, ce qui était demandé, c'est que chacun se dote d'un comité de pilotage et que tout ça soit en co-direction entre DSP et au niveau de la DSAPA. D'où la présence de Mme France Falardeau du CIUS de la capitale nationale là, ce matin avec nous. Donc, ces 2 directions-là, ça partage des ingrédients de succès pour faire en sorte que les choses avancent bien avec en ayant la présence des ressources médicales, les ressources professionnelles et aussi les services dans la communauté. Donc, on s'assurait avec cette gouverne partagée-là d'un succès. Donc, le ministère nous donne les orientations. Chaque CIS et CIUS doit rédiger un plan d'action, le mettre en œuvre, s'assurer d'une organisation de services sur son territoire, assurer au GMF un accès équitable aux services spécialisés, soutenir la collaboration entre les GMF et les partenaires, puis mettre en place aussi des mécanismes de concertation. Et ça, c'était bon pour la phase 2 et c'est bon aussi pour la phase 3 qui s'en vient. Pour ce qui est des GMF, la responsabilité des GMF, les GMF de la première phase demeurent impliqués dans la démarche. Les autres GMF là, qui n'étaient pas impliqués dans la première phase embarquent de façon progressive avec les meilleures pratiques, mettent en place des stratégies d'amélioration continue, puis participer aussi à la définition des corridors de services. Pour ce qui est des organismes communautaires, les responsabilités demandées étaient de contribuer à la mise en place de l'offre de les services aux proches aidants au niveau de l'information, de la formation, du répit et de l'accompagnement aussi aux personnes atteintes. Tout ça, il y avait 12 conditions gagnantes qu'il fallait qu'ils soient présentes pour s'assurer d'un bon déploiement. Donc, le soutien du médecin responsable du GMF quant aux changements souhaités, la présence au sein du GMF d'une équipe de leaders, médecins, infirmières, TS, la disponibilité d'une personne qui assure un soutien fonctionnel concret à l'équipe leader GMF, l'engagement de l'ensemble des médecins et des professionnels du GMF, des rencontres de concertation entre tout ce beau monde-là au niveau de la GMF, une stratégie pérenne de conduite du changement, réévaluation et ajustement, un changement qui se réalise progressivement, l'instauration de plans de formation continue sur les pratiques optimales. Donc, nous, au CIUS de la capitale nationale, on continue de donner une fois par année le colloque, comme aujourd'hui, qui est la formation de base. Et s'ajoute à ça 2 fois par année ce qu'on appelle le RAM, donc de la formation continue auquel vous aurez droit maintenant en ayant assisté à la formation de base. L'utilisation de protocoles et d'outils d'aide à la pratique qui sont diffusés. Vous allez en avoir beaucoup aujourd'hui qui vont vous être présentés de ces protocoles et de ces outils-là pour aider à la pratique en GMF. L'accès à une ressource territoriale, infirmière, travailleuse sociale. Mireille, comme quand on a des caméras ouvertes, on perd même les gens. Fait que peut-être que je te demanderais à toi et Karine de parler parce que le seul moyen que la caméra embarque sur vous autres, c'est que vous disiez un petit mot. Fait que peut-être vous présenter puis nommer un peu ce que vous faites comme ressources territoriales. Ça va permettre qu'on vous voit. Oui, je peux peut-être Mireille, il faut que tu ouvres ton micro. Yes. Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien.
Excellent. Bon, alors, Mireille Clich, je suis travailleuse sociale et puis ressources territoriales pour le plan Alzheimer depuis 2014. En fait, moi et ma vis-à-vis Karine, là, qui pourra se présenter ensuite, on est clinicienne au GMF de Loretteville. Donc, on travaille avec la clientèle qui a des atteintes neurocognitives et les proches aidants, mais on fait aussi du mentorat, du rôle conseil au niveau des 33 GMF de la région 03. Merci Mireille. Karine, est-ce que tu veux? Oui, parfait. Ben, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je voulais juste me présenter là, vite. Donc, Karine Ménard, même rôle que Mireille là, au niveau des GMF, clinicienne également en GMF. Donc, très contente d'être là avec vous. C'est ça, une disponibilité là, surtout pour les infirmières, mais aussi les autres professionnels là, dans les GMF, toujours en lien là, avec le suivi, le repérage là, des troubles cognitifs là, dans votre clientèle. Merci beaucoup à vous deux. Donc, pour terminer, ce qu'on demandait aussi parmi les conditions gagnantes, c'est qu'un professionnel de GMF soit dédié pour les liens avec les CIS et les CIUS et les organismes communautaires. Et évidemment, qu'on accompagne, qu'on fasse du mentorat aussi apporté par les GMF, par le RUIS, d'où la présence aujourd'hui. C'est sûr que le colloque de base, comme on le fait, c'est avant tout pour les infirmiers, infirmières, médecins, tous les travailleurs au niveau des GMF. Plus particulièrement au niveau du CIUS de la capitale nationale, mais aujourd'hui, on a utilisé le fait que ça soit en virtuel pour l'ouvrir, le colloque, au niveau de nos gens du RUIS. Donc, on a la chance d'avoir avec nous plein de monde là, du RUIS Laval, là, des différents CIS et CIUS. Et ça fait partie aussi de notre mandat au niveau du CEVQ via Julie Denis. Je ne sais pas si, Julie, tu voudrais ouvrir ta caméra juste pour dire... te présenter. Julie Denis est chargée de projet pour le RUIS. Oui, bonjour tout le monde. Julie Denis, chargée de projet pour le RUIS Laval. Bienvenue à tout le monde et je suis vraiment heureuse de participer au colloque, de venir en aide à l'équipe. Je suis plus en soutien technique là, aujourd'hui. Donc, je vous souhaite un bon colloque, tout le monde. Donc, on a un mandat au niveau du CEVQ d'accompagner les CIS et les CIUS qui font partie du RUIS via Julie comme chargée de projet. C'est sûr qu'on en a moins fait dans la dernière année considérant la pandémie, mais on fait des visites virtuelles, du transfert de connaissances, de l'accès aux données probantes, du partage d'expériences, tout ça pour soutenir l'amélioration continue et participer aux activités. Julie participe aussi aux activités de gouverne du ministère. Donc, au niveau du CIUS de la capitale nationale, c'est 100% de nos GMF qui ont adhéré au plan Alzheimer. Il y a toujours des acteurs qui ont participé au colloque de l'ensemble de ces GMF-là. Et on est maintenant rendu à la phase 3. L'objectif général de la phase 3, c'est de faciliter les transitions des usagers qui vivent avec un TNCM dans le respect de leurs attentes et celles de leurs proches afin d'améliorer leurs conditions de vie. Donc, d'une semaine à l'autre, on devra avoir des orientations ministérielles et chaque CIS et CIUS devra faire comme à la phase 2, c'est-à-dire se doter d'un plan d'action et déployer ce plan d'action-là dans cette année et les prochaines années. Donc, ça fait le tour pour la